Dominique Strauss-Kahn, que nous avons écouté avec grand intérêt pour toutes ces lumières. Nous allons poursuivre toujours dans le sens de ce thème Togo, le centre d'affaires, d'investissement et de la haute finance émergente d'Afrique de l'Ouest, par accueillir maintenant le panel qui sera modéré par quelqu'un qui a une longue carrière d'une vingtaine d'années dans le domaine de la finance, une carrière qu'il aura démarrée entre le Canada et les États-Unis, qu'il aura poursuivi depuis 2008 en tant que directeur groupe en charge de la recherche au sein de Ecobank Transnational Incorporated. Il est aujourd'hui directeur régional pour la zone UMOA, toujours d'Ecobank, et directeur général de la filiale Côte d'Ivoire. Je vous prie d'accueillir M. Paul-Harry Etnard. Je demande, s'il vous plaît, aux panélistes de rejoindre le panel. Monsieur Ade Ayemi, Monsieur Lionel Zinsou, Madame Ronke Ogunsolire. Et j'aimerais demander à Monsieur Strauss-Kahn de venir nous rejoindre aussi pour participer à cette discussion. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers invités, nous avons réuni pour cette session plénière un panel que généralement on appelle de haut niveau. Je vais présenter rapidement les différents panélistes. Madame Ronke Ogunsolire, qui est la représentante de la SFI, pour l'Afrique de l'Ouest, Monsieur Lionel Zinsou, ancien Premier ministre de la République du Bénin, Monsieur Dominique Strauss-Kahn, ancien directeur général du FMI, et enfin Monsieur Ade Ayemi, qui est le directeur groupe de Ecobank. L'objectif du panel de ce matin est assez simple. C'est arriver à dégager 4 ou 5 recommandations phares que nous aimerions partager avec le pays pour que le Togo devienne réellement un centre d'affaires, un pôle d'investissement et de haute finance régionale. Nous allons nous demander qu'est-ce qui a été fait. Nous allons nous demander qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce qu'on peut espérer et surtout, que faut-il faire pour accélérer. Je vais commencer par une première question qui va être adressée à M. Zinsou, qui est une question difficile. Et le sujet, c'est d'essayer un peu, après avoir posé le cadre, et nous connaissons le cadre, le pays est aujourd'hui 6e pays réformateur au monde, 2e pays réformateur en Afrique, 1er pays réformateur en Afrique de l'Ouest francophone. On est clairement, comme l'a dit tout à l'heure M. Strauss-Kahn, dans un moment de bascule, un point d'inflexion. La question, c'est d'essayer de poser le cadre et de se demander quel est le modèle sur lequel il faut réfléchir pour la suite et pour le dire de manière un peu tendancieuse, le Togo de demain, est-ce que c'est Singapour ou est-ce que c'est la Suisse qu'on veut construire? Monsieur Zinsou. Merci, cher Paul-Harry. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, chers amis, chers participants, Paul-Harry a un sens de l'humour unique parce que
prendre la Suisse comme modèle d'ouverture sur la mer, c'est quand même un peu indirect. Donc, je ne pense pas que le modèle va être la Suisse, même si je pense que, en bon financier, vous pensez évidemment finance, alors que c'est un pays d'interland, la Suisse, qui a bénéficié des infrastructures d'autres pays. Écoutez, je crois simplement dans nos pays que les modèles, on va les inventer. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de chances qu'on ressemble à quelque chose d'aussi différent de nous que ce que peut être Singapour. On va prendre des leçons, on va prendre de l'expérience. Mais je ne suis pas sûr qu'on va prendre des modèles, parce qu'on doit inventer des modèles. Tout à l'heure, dans son exposé très profond, Dominique Strauss-Kahn nous a parlé de cette interface entre la terre et la mer, qui est absolument essentielle. Comment on utilise le port de Lomé, qui est une réussite extraordinaire, sur laquelle personne n'aurait parié il y a 10 ans, quand vous faisiez de la prospective, au bénéfice de tout le corridor togolais, des pays de l'Interland. Ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est assez unique. Comment utiliser cette interface entre la mer et la terre. Et le Togo est extrêmement en avance sur tous les sujets de sécurité maritime, d'économie bleue. Puis surtout, c'est le premier port à conteneurs d'Afrique. Et au fond, ça veut dire que le Togo dit ce qu'il fait et puis ensuite fait ce qu'il dit. Et ça impressionne tout le monde, en Europe, tout le monde dans le monde. Bon. Comment on donne à ça une dimension absolument essentielle qui est financière? Parce que la coexistence d'un hub logistique avec un hub financier, c'est partout le cas. Ça, c'est une expérience qui est vraiment universelle. Et à toutes les époques de l'histoire, les grands ports, où on a pris des grands paris capitalistes, où on a fait de la construction de capital grâce à la grande aventure maritime, au commerce maritime, les grands ports sont, par nature, des grandes places financières. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à réussir au Togo. Alors, moi, je crois que là où notre modèle va être un petit peu particulier, c'est il y a l'aspect régional de la finance. Dominique Strauss-Kahn en a parlé. Comment faire en sorte que le Togo soit une place financière régionale? Il a la masse critique parce qu'il y a Ecobank, parce qu'il y a la BOAD, parce qu'il y a la BIDC, parce qu'il y a Orabank, parce qu'il y a déjà, parce qu'il y a la caisse hypothécaire, la caisse de refinancement hypothécaire. Ça, c'est une grande chance. Deuxième chance, en matière d'intégration, mon cher Dominique, l'intégration financière dans les règles de l'UMOA, elle est déjà relativement bien avancée en matière de réglementation de banque centrale et en matière d'assurance également, dans un cadre plus large, celui de la CIMA. On a évidemment la devise commune qui est un élément d'intégration financière, de réduction d'incertitude, de capacité d'échanger de façon beaucoup plus fluide. On n'a pas de problème de liquidité dans cette zone du monde par rapport à nos amis de la zone franc de la CEMAC qui ont des problèmes de liquidité. Donc, il y a déjà des éléments. Donc, vous avez les hommes sur place, les professions qui les entourent, la masse critique déjà implantée, et vous avez une réglementation qui fait que le Togo n'est pas isolé, mais a déjà des éléments d'intégration et d'internationalisation. Maintenant, on a un besoin de solvabiliser notre économie, solvabiliser les masses. Nos amis du Fonds monétaire international sont souvent et toujours sensibles à la dette du pays rapportée au PIB. On parle à ce moment-là de dette souveraine. Moi, je trouve qu'il faudrait toujours assortir ça d'un commentaire sur quel est le niveau d'endettement du secteur privé, des ménages, des entreprises. Dominique, on est le continent le moins financé au monde. Parce qu'on a de la dette publique, alors peut-être qu'on en a trop et qu'il faut en prendre le contrôle et qu'il faut faire la politique des finances publiques responsables que tu as évoquée, mais on ne finance pas le secteur privé. Le total de nos actifs financiers, il faut le faire monter.
Parce que tu as dit, il y a une insuffisance d'épargne. 20%, bon, c'est beaucoup plus que l'Europe, mais enfin, c'est beaucoup moins que la Chine et les pays qui ont décollé. C'est vrai, mais il faut activer cette épargne. Il faut qu'il y ait un système financier qui permette d'utiliser des ressources à vue pour des emplois longs. Il faut absolument qu'on ait une politique de l'épargne. Quand j'étais étudiant, le professeur qui régnait sur la politique de l'épargne et la théorie de l'épargne longue s'appelait Dominique Strauss-Kahn. Et donc, si vous avez lu les bons livres, vous savez qu'il faut faire une politique d'activation de notre épargne. On doit bancariser. On a une chance, par exemple, qui va être très togolaise, c'est d'associer les télécommunications, les nouvelles techniques liées au progrès des télécommunications, sur lesquelles le pays est extrêmement actif, je parle sous le contrôle de la ministre, avec le microcrédit, avec la microfinance, en abaissant les coûts de transaction, en abaissant les taux d'intérêt. Nous sommes à l'aube d'une solvabilisation de masse. Ça, c'est un élément qui va petit à petit, un peu comme dans certains pays d'Afrique de l'Est déjà, qui va petit à petit gagner l'Afrique de l'Ouest et qui peut partir du Togo. Technique de télécommunication et distribution peu coûteuse de quelque chose qu'on n'appellera plus le microcrédit, mais le crédit de masse, c'est-à-dire pour le secteur informel qui n'est pas financé, qui est extrêmement précaire, pour les ménages qui ne sont pas financés, même pas pour leur logement, nous avons besoin d'avoir un indicateur. Tant qu'on aura 20% du PIB en crédit au secteur privé, on n'aura pas fait la révolution financière et on n'aura pas permis d'activer l'épargne latente et de la rendre utile. Une autre chose qui est frappante au Togo, à un autre niveau, qui n'est pas celui de la solvabilisation de masse, c'est que vous commencez d'avoir des instruments souverains, comme Togo Invest, par exemple. C'est très important, puisqu'on est devant l'Union européenne, qu'on fasse recommandation d'apporter des concours multilatéraux à des instruments d'equity, des instruments de capital. Parce que dans tout ce qui nous manque financièrement, ce qui nous manque le plus, c'est du capital qui prenne des risques. Il y a des techniques de garantie, on peut dérisquer. On a besoin d'equity, on a besoin de capital. Parce que tout ce qui a été décrit tout à l'heure par Dominique, parce que c'est vrai qu'il faut absolument que l'Interland soit bien relié aux métropoles. Je vais m'arrêter tout de suite. Mais c'est très important d'avoir des instruments en capital. L'Union européenne peut soutenir cette tendance. Dérisking, comme disent les investisseurs, par des mécanismes de garantie, mais surtout fournir du capital et utiliser les instruments souverains que le Togo est en train de créer. Parce qu'il y a des moments où il faut prendre des risques à long terme et pas uniquement vivre de dette. On a besoin de plus de crédit, mais on a aussi besoin de plus de capital. Enfin, pour les gens aussi fragiles, sensibles que nous autres, les financiers, il y a un écosystème qui est important. Et ça, je crois que le Togo peut le faire. C'est un écosystème dans lequel il y a des accords de protection d'investissement, où le Togo peut multiplier, comme l'a fait Maurice et comme est en train de le faire le Maroc, peut multiplier les accords de non-double imposition. Il y a tout un travail diplomatique et juridique. Il faut absolument que ce soit reconnu comme Maurice l'est, comme Casablanca Financial City est en train de le devenir. On a besoin de multiplier, et ça c'est un travail assez professionnel, mais il faut absolument le faire. Ça fait partie de l'écosystème. Il faut des cours et tribunaux spéciaux pour les financiers. Regardez comment c'est fait Dubaï ou Qatar. En matière, on prend l'expérience, on ne prend pas le modèle, mais on prend l'expérience. Vous avez dans des cités financières des cours spécialisés qui sont très rapides, qui sont capables de travailler en anglais et en français, en common law et en civil law. Et donc, il y a une petite construction juridique et judiciaire, en fait, pour qu'on ait des réponses très rapides. Ça, c'est des éléments importants, comme les éléments de formation professionnelle des métiers autour de la banque. Mais vous avez les hommes. Ils sont déjà là, en plus. Vous avez les réglementations et déjà relativement intégrées. Vous avez la préoccupation de solvabiliser les masses, c'est-à-dire la population togolaise.
je crois qu'il y a quelques ajustements à faire de l'écosystème et puis avoir la vision bien claire. Nous sommes sous-financés, donc nous allons nous en occuper. Merci beaucoup Lionel. Parlons de ces ajustements. Le Togo a très très bien fait dans le classement Doing Business en améliorant l'accès à l'électricité, le transfert de propriété. Il reste des axes d'amélioration qui sont cet écosystème dont vous parlez, l'obtention de prêts, la protection des investisseurs minoritaires. Ronquet, est-ce que vous pouvez, de par votre expérience au niveau de la SFI, nous dire à quel point ces éléments sont importants pour accroître l'attractivité d'un pays? Merci beaucoup. Tout d'abord, je voulais remercier les organisateurs d'avoir m'invité pour participer à ce forum. Comme vous le savez, la SFI est l'institution du groupe de la Banque mondiale qui s'occupe du secteur privé, qui est chargée du secteur privé dans les pays en voie de développement. Et avec le Doing Business, on a travaillé avec le gouvernement togolais depuis 2005-2006 sur le Doing Business. Et on va continuer à travailler avec eux. Et je voulais féliciter tout d'abord le gouvernement pour l'effort qu'ils ont fait, parce que c'est tellement important pour atteindre leur objectif du PND, pour être une centre logistique et une sorte de haute finance. Si on regarde les pays du monde, et on a travaillé avec au moins 50 pays du monde sur le Doing Business. Quand il y a le Doing Business, quand on peut mettre en place un environnement propice pour les petites et moyennes entreprises et aussi les plus grandes et les internationales. Je dis petites et moyennes entreprises parce que le Doing Business, c'était fait pour les petites et moyennes entreprises, mais c'est vrai que les autres entreprises profitent aussi de l'environnement. Et c'est tellement important pour attirer les investisseurs. C'est tellement important pour le branding du pays. Et vous avez déjà parlé de ce que le Togo a pu faire. Et maintenant, je pense que le Togo a déjà fait tous les low-hanging fruits, tous les réformes qui étaient faciles à faire. Maintenant, c'est vraiment de focaliser sur les réformes structurelles. Et quand on dit structurelle, c'est vraiment la numérisation. Et quand on parle de la numérisation, c'est vrai que Togo a déjà commencé avec la fiscalité déjà, mais comment on peut continuer, comment est-ce qu'on peut élargir l'assiette de fiscalité? Si on regarde comment on peut utiliser les mesures très faciles pour encourager les PME qui font partie, je pense qu'ils sont 90% du secteur privé. Si chaque PME paye 1 franc ou 1000 francs, ça c'est déjà 1 milliard. Si c'est 10 000, c'est plus. Si c'est 50 000, alors comment est-ce qu'on peut les attirer dans le secteur formel? Il y a aussi la douane. La CEDEAO a mis en place des politiques très bien pour le mouvement libre des biens et des personnes, mais si on se demande est-ce que ça marche vraiment, est-ce que à la frontière, est-ce qu'il y a vraiment la libre circulation? Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le Togo peut faire pour ça? Parce que pour être une centre de logistique, il faut absolument que les biens et les personnes passent librement dans la région. On a parlé d'intégration régionale. Aussi, si on regarde le foncier, le Togo a déjà commencé, mais si on peut numériser ça à 100%, ça peut aider les studies, les études, excusez-moi, les études qu'on a
qu'on a fait montrent que le foncier, c'est la chose la plus importante pour un investisseur qui vient dans le pays. Avoir un titre foncier qu'on sait que c'est propre, il n'y a personne qui va venir pour dire « Ah non, ça m'appartient » ou « ça a été vendu à 3 personnes ». Il y a aussi, alors si on veut focaliser sur la numérisation, c'est très très important qu'on travaille sur le secteur de télécom. Et bien sûr, le TIC, et bien sûr, c'est quelque chose que le Togo a déjà commencé à faire et nous encourageons le pays de continuer à faire ça. Tout ce qui est lié à l'accès de finances, très très important. Si on regarde l'infrastructure financière comme les registres de sûreté, les bureaux d'information sur le crédit, les tribunaux commerciaux, tout ça c'est très important pour encourager les banques à prêter au secteur privé. Une autre chose qui sera très très important, c'est le secteur financier. Comment est-ce que, pour être un centre aux finances, il faut qu'il y ait un secteur qui est sain, il faut regarder les banques en difficulté et trouver une solution le vite possible. Et bien sûr, le Togo est en train de travailler là-dessus et on encourage le pays de continuer à le faire. Une autre chose, et je vais m'arrêter après ça, c'est le dialogue public-privé. Il y a un gouvernement qui est très ouvert au secteur privé. Et c'est la raison pour laquelle on a pu atteindre les résultats jusque-là. Mais peut-être il faut encore plus de dialogue entre le gouvernement et aussi le secteur privé. Parce que souvent, les meilleures réformes, ça vient du secteur privé. Et aussi, le secteur privé est innovateur, peut emmener les idées très intéressantes. Merci. Merci beaucoup, Ronke. Je vais m'arrêter sur la question du financement qui revient et surtout le lien investissement-financement. M. Strauss-Kahn en a parlé, Lionel en a parlé. Quand je posais la question tout à l'heure de faire le lien entre la Suisse et Singapour, c'était pour faire le lien entre être un pôle d'investissement ou être un pôle financier. Comme on a la chance d'avoir un financier sur le panel, Ade, this question is for you. You have been an equity investor in Africa for years, and you have deployed billions of capital in Africa. Can you give us your view on Togo as a destination center for equity investors? Why, as a bank, does it make sense to invest here in Togo? Number two, Ade, is the country has been positioning himself as a hub for the region. So that position, is it something that is, in your view, fundamental if we want to achieve the ambition, which is to become a financial hub? Okay. The President of the Republic and the organizers, thanks for having us here. I'm not a foreign investor. I work for EcoBank, which is based out of Togo. We are the example of what, when a country is focused, decided to create an institution, what it can become. So we were created by ECOWAS, and ECOWAS was created by Togo and one other country in West Africa, understanding that together we can become bigger rather than looking at the country as individual. What we've seen in terms of our own experience, and I'm going to say this so that it makes it easier for the rest of the people in the audience that want to invest in Togo to start looking at what do you need to take into consideration. There is, in the country, access to the leadership. The leadership is focused, the leadership is intent. Yes, it's led by the president himself, but the rest of the leadership listen and they're open to advice and they're open to suggestions. The second is security.
security here is, again, people, we run EcoBank from Togo. We have 44 nationalities that work for the firm. And therefore, to make it attractive for those people to be willing to come to the country, that security is important. Now, security, not just security of persons and physical, but security of assets as well, in terms of the legal system and in terms of being able to realize the property sometime. We've had conversations about financing, and I had His Excellency talk about financing and why that is important. It is critical. But for Togo to be a financial hub and an investment hub, that is history. Togo's history is the fact that it's located in West Africa, and West Africa is about 300 million people, and we are already integrated. Togo has natural resources, whether it is the port, the land, the people. That means that it can become ordinarily a hub. A financial hub, however, requires more than that. The legal system needs to be open to not just the Francophone, needs to be open to Anglophone as well, because contracts needs to be written in multiple languages, and contracts need to be executable in multiple languages. The legal system needs to ensure that we are able to resolve disputes in a quick way. That resolution of dispute is central to being, because if people are going to enter into a contract, that resolution of disputes is key. We've seen instances where the government has been very active and very supportive, but it needs to be open to a lot more people. We need to start working through the education system to ensure that the human resources can be found to be supportive. The human resources, again, has to speak the modern language. The modern language is maths and technology. So the human resources have to be able to speak that. Now, that human resources being able to speak that language in terms of education is not just the responsibility of the government. It's an opportunity for private sector and people in this room to see that these are places where investment can be made. And finally, an investment hub, and financial hub, which Togo is and can become, needs to be able to have companies within the country that are actually ready to take risk. And I've had a lot of, through yesterday and sometimes today, talking about savings, financial, and financing. The challenge of Africa is not that we don't have money, but you don't use money to make investment. You need trust to make investment. If you look at our banks today, they have money, but they don't have loans. So the only thing that is missing is the trust. And that trust can then be established by making sure that the legal system allows whoever is owing people to pay. And I've said that a couple of times, and it's not a major problem in Togo, but it's a major problem in the continent, that when people borrow money and they don't pay, they create barrier to banks being able to lend in the future. So that resolution, if you see what India has done, forcing people to make payment, is critical. Finally, identification of people is central to them being able to participate in the financial system. It's okay to want to lend money to SME, it's okay to want to lend money to individuals, but as a bank, if the government doesn't know you, how can I lend to you? And the government will only know you when you have an ID card. So in all our countries, including Togo, we need to make sure that ID card works. And if we can get to a situation in which we have ID card, not just for Togo, but for ECOWAS, then it means it is possible for us to be able to lend across borders. Those are the things I would say. We don't lack money. We lack the trust that converts individual savings
into investment opportunity. Thank you. Thanks so much, Ade. You spoke about trust. Lionel a parlé de solvabilisation et de numérisation. Ronquet a insisté sur la question de l'environnement réglementaire. Quand j'ai commencé ce panel, j'avais insisté sur le fait que c'est bien de poser le cadre, de savoir ce qui a été fait et ce qui reste à faire. J'aimerais qu'on passe maintenant un peu de temps sur qu'est-ce qu'on peut espérer et en termes de perspective, quels sont les grands axes sur lesquels il faut se focaliser. Et j'aimerais demander à M. Strauss-Kahn de nous éclairer un peu plus sur un point dans son keynote speech qui me semble un point important, qui est la question de la compétitivité. Il y a généralement un triptyque lorsqu'on parle d'investissement. On parle d'attractivité, on parle de compétitivité et on parle de financement. Dans ce triptyque, la compétitivité est un élément, à mon avis, sur lequel on n'insiste pas beaucoup, mais qui est un élément de différenciation entre l'Asie et l'Afrique. Qu'est-ce que le Togo peut et doit faire sur le thème de la compétitivité pour devenir vraiment un exemple en termes de centre d'affaires et centre d'investissement? Monsieur Strauss-Kahn. La compétitivité, c'est au premier abord une question de coût de la main-d'œuvre, de coût des financements, de coût des investissements et notamment des investissements fonciers. Et de ce point de vue-là, j'ai dit quelque chose tout à l'heure sur l'exagération des coûts de main-d'œuvre liés aux structures coûteuses des villes africaines comparées aux autres villes, mais ce qui a été évoqué par les autres panélistes va dans ce sens-là, aussi bien en matière de financement que sur les questions de sécurité juridique qui sont tout à fait essentielles. Chaque incertitude, chaque difficulté, au bout du compte, rajoute des coûts, soit parce qu'on s'assure contre l'incertitude, soit parce qu'on supporte, le cas échéant, l'événement incertain lorsqu'il se déroule mal. La sécurité des contrats, de ce point de vue-là, est absolument essentielle. L'entrepreneur, il est là pour prendre des risques, mais pour prendre des risques sur son compte d'exploitation, sur ce qu'il maîtrise. Sur ce qu'il ne maîtrise pas, il faut dérisquer au possible, pour reprendre le vocabulaire des financiers. Et dérisquer, c'est faire en sorte que les contrats soient exécutés comme ils sont signés, que les délais de paiement soient respectés, qu'en cas de litige, il y ait des tribunaux adaptés, comme l'évoquait Lionel tout à l'heure, etc., etc. Ça, c'est la compétitivité au sens un peu traditionnel, celle des coûts. Et puis, dans une économie qui se diversifie et qui n'est plus de compétitivité simplement sur le coût, comme c'est le cas souvent sur les matières premières, mais qui diversifie ses produits et qui donc a d'autres formes de compétitivité qui apparaissent, alors tous les éléments de la compétitivité entrent en jeu. Et ce sont des éléments qui sont liés au service après-vente, à l'accessibilité, et à un sur lequel je voudrais insister, qui est celui de la traçabilité. Nous entrons dans un monde dans lequel la question de la traçabilité financière sur les sources de financement et leur innocuité, ou sur les produits et les falsifications de produits. On sait la quantité de faux médicaments, par exemple, qui circulent dans la plupart des pays, notamment en Afrique. La traçabilité est, pour quelqu'un, un site qui a l'ambition de devenir un hub logistique, un élément décisif, car la compétitivité, c'est aussi être sûr que le produit tel qu'on l'a envoyé arrivera au bout, et la compétition avec le voisin se fait aussi sur la qualité du service qui est rendu en termes de fraude, de substitution, de contrefaçon, etc. Et donc, si je prends cet exemple, c'est parce qu'il faut aller très au-delà en matière de compétitivité de l'acception traditionnelle qui est purement financière et qui porte sur les coûts. Je ne dis pas que ça n'est pas important, mais au-delà de cela, il y a beaucoup d'éléments qui créent une caractéristique distinctive d'un site par rapport à un autre, qui donc lui donne
des éléments, alors on peut le ranger dans l'attractivité ou la compétitivité comme on veut, mais je crois que c'est plutôt de la compétitivité qui lui donne une situation particulière par rapport aux autres. Et pour un port, c'est particulièrement évident. Les efforts qui ont été faits sur le port de Lomé en matière de portique, en matière de vérification des contenus sont très importants. Je crois qu'il faut aller bien au-delà encore et que c'est ça qui fera la différence avec d'autres points d'accès sur le continent. Donc on voit bien que, au-delà de ce qui touche au prix et à la réduction de l'incertitude, qui a été évoqué, sur lequel je ne reviens pas et qui est essentiel, il y a bien des éléments nouveaux très importants dans le monde dans lequel nous entrons, qui vont dépasser la question des coûts et qui vont toucher à la qualité et à la réalité des services et des produits qui sont rendus. De ce point de vue-là, je pense que le Togo a bien avancé. D'autres pays ont fait des pas importants aussi. Je pense par exemple au Kenya, mais c'est des pays plus lointains. Sur l'Afrique de l'Ouest, je ne connais que le Togo qui se soit engagé dans cette démarche et je crois que c'est un élément très important de la compétence distinctive, en quelque sorte, comme diraient les économistes du commerce international, que peut présenter l'économie togolaise et le port de Lomé par rapport aux autres sites. Donc si on se projette, est-ce que le modèle basé sur le port est un modèle qu'on a vu ailleurs et qui a permis d'attirer non pas seulement les investissements, mais qui a permis aussi de créer ce que Lionel appelait tout à l'heure l'architecture financière autour de l'investissement. Monsieur Strauss-Kahn, est-ce qu'on a vu ce modèle fonctionner ailleurs? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous dire 2 ou 3 caractéristiques qui sont importantes pour que ce modèle puisse fonctionner? D'abord, on l'a vu historiquement. Vous me direz que ce qui s'est passé il y a longtemps ne se répète pas obligatoirement aujourd'hui. Mais c'est quand même comme ça que s'est faite l'histoire des villes autour de la Méditerranée, par exemple, mais pas seulement. Les ports Anvers et Amsterdam sont devenus des places financières importantes parce que c'était des ports. Et ça ne serait jamais devenu ce que c'est devenu si ça n'avait pas été des lieux de commerce majeurs. On peut trouver plein d'autres exemples sur la planète dans les périodes plus anciennes où l'activité portuaire était une activité uniquement commerciale. Dans la période plus moderne, vous citiez tout à l'heure Singapour et vous aviez sans doute en tête le développement de la partie financière de Singapour, mais Singapour, ça n'est pas que cela. Singapour, c'est aussi une tour de contrôle de l'ensemble de la région. Et là, le rôle de hub logistique est tout à fait essentiel. Donc, le port, oui, mais le port parce qu'il y a quelque chose derrière. Si vous mettez un port gigantesque dans une île, petite île, il ne se passera pas grand-chose. C'est parce que le port irrigue, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure à propos de l'Hinterland. C'est parce que le port a cette capacité d'irrigation, et c'est particulièrement important ici, compte tenu des pays qui sont plus au nord et qui n'ont pas d'accès à la mer et qui ont besoin d'être couverts. Alors on me dirait, il y a d'autres ports qui peuvent couvrir, il y a Accra, il y a Cotonou, tout cela est vrai. Il se trouve que le port de Lomé, pour des raisons géographiques d'une part, et d'autre part pour des raisons de développement historique, a pris un certain leadership là-dedans. Eh bien, je ne veux pas me mettre en conflit avec l'ancien Premier ministre du Bénin en disant ça. Lionel, tu me pardonneras de vanter le port de Lomé par rapport à ceux qui sont autour, mais je crois qu'il y a une capacité très particulière. Et donc oui, les exemples du passé existent, les exemples plus récents existent aussi. Là, regardez le développement chinois, bien sûr, il y a de grands développements qui ont lieu dans les zones qui ne sont pas côtières, mais c'est quand même sur Shanghai et dans le Guangdong, sur Canton, que se sont faits les développements majeurs. Si Hong Kong a connu le développement économique et financier qu'on connaît, c'est lié à tout un tas de raisons politiques qui sont différentes, mais aussi parce que c'était justement la conjonction d'un port, d'un hinterland et d'une structure financière qui s'y est greffée. Et donc, sans vouloir, comme le disait très justement Lionel Zinsou tout à l'heure, chercher un modèle, parce qu'il n'y a pas de modèle qui se décale, en tout cas l'expérience de ce qui a été fait dans d'autres endroits peut être rapportée ici. Et si on voulait parler plus de l'Afrique, de Mombasa à Durban, on a plein d'exemples de situations qui ont été extrêmement profitables. Donc, c'est ces exemples-là pour lesquels il faut faire le tri entre ce qui a été bien fait, ce qui a été moins bien fait, ce qui peut être pris, ce qui ne doit pas être pris. Mais les exemples, on en a une grande quantité, peut-être trop même. Il faut les exploiter et aller jusqu'au bout. Parfait.
Sur l'architecture financière, Lionel, j'aimerais qu'on insiste un peu dessus parce que je cite des pays pour qu'on puisse visualiser où est-ce qu'on veut aller. Maurice, sur l'architecture financière, a mis en place un environnement réglementaire pour attirer de l'equity et attirer des capitaux. Est-ce que c'est une voie? Et est-ce que si on suit cette voie ou si on doit suivre cette voie, quels sont, à votre avis, les points sur lesquels il faut insister? Alors, c'est tout à fait une voie. C'est une expérience qu'il faut qu'on regarde bien. Et d'ailleurs, il faut attirer à Lomé des banques mauriciennes parce qu'elles sont en pleine expansion vers toute l'Afrique et notamment vers l'Afrique de l'Ouest. Et je ne dis pas ça pour faire concurrence à Ecobank. Je pense qu'il est important qu'il y ait une diversité d'offres et il y a des spécialités des banques mauriciennes qui sont de plus en plus actives en Afrique de l'Est, mais qui ont vraiment une ambition affichée d'être présentes aussi en Afrique de l'Ouest. Mais il n'y a pas que les banques. Vous avez tout à fait raison d'insister, c'est toute une série de détails dans l'écosystème qui sont vraiment très pratiques, qui sont même très immatériels. Il faut qu'il y ait un niveau d'éducation professionnelle sur les sujets de banque, d'audit, de droit des affaires. Si vous voulez, on a des atouts énormes. On a un droit des affaires avec l'OHADA qui est une construction puissante, originale, collective, à 18, qui est un instrument de réduction d'incertitude. Bon. Il faut donc qu'on ait des formations, qu'on regarde bien la question de la formation professionnelle, des métiers autour du crédit et du capital. Ça c'est vraiment important. C'est donc très souvent informel. Il faut être bilingue. Il faut être bilingue. Lomé est une place financière demain nigériane, ghanéenne, béninoise, burkinabé. Ça n'existe plus. Je suis très content que mon voisin s'adresse à nous en anglais. Même s'il parle très bien français, quand on parle en privé dans le salon, il faut être bilingue. Le problème ne se pose pas. Les gosses, c'est à 180 km. Accra, on met 3 heures en voiture. C'est ça nos forces. Il faut raisonner en common law et en civil law. Ça, c'est Maurice. Cette chance immense d'être à la fois indien et africain, au milieu de l'océan Indien, avec une histoire anglaise, française, etc., ça fait ce cosmopolitisme. Lomé peut facilement construire ça. C'est ces petits éléments un peu pragmatiques. Il faut qu'il y ait des data centers. Il faut qu'on aille plus vite. Tout à l'heure, Dominique a parlé, Madame, vous avez parlé de la numérisation et de l'importance d'aller vite dans la numérisation. Et Dominique a dit, au fond, chaque retard, chaque complexité, chaque incertitude, c'est un coût de plus. Notre compétitivité en matière financière, c'est je parle anglais, il y a une formation professionnelle, mes enfants vont dans un lycée international reconnu, je n'ai pas de problème pour trouver un avocat en common law aussi bien qu'en civil law, j'ai le bon environnement OHADA. Vous voyez, toute une série de choses. Tout progrès immatériel dans ce domaine abaisse nos coûts de transaction. La bande passante est plus large, la station d'atterrissage du câble sous-marin, là j'ai au fond la meilleure qualité, mes process sont les plus rapides. C'est beaucoup quand même, vous voyez, de l'exécution. D'autre part, je voudrais revenir sur quelque chose qui a été dit sur l'histoire. Dominique, le port de Lomé, c'est une volonté collective des Togolais. Et c'est la vision du président devant nous. Parce que c'est le dernier port où on a démantelé le dernier wharf. C'est-à-dire jusqu'en 1968, c'est un wharf. C'est en rade foraine les bateaux qui ne peuvent pas arriver à terre, ne peuvent pas atterrir. On a démantelé le wharf à Cotonou en 1964. On nous a livré des pays où il n'y avait même pas de port. Il y avait la mer, puis il y avait une confrontation entre la mer et la terre. Et le Togo, jusqu'en 68, c'est ça. Donc, quand on dit c'est l'histoire,
Oui, enfin, c'est l'histoire contemporaine. Hein. C'est ce qui a été fait très vite, très fort. Et encore une fois, il y a 5 ans, personne aurait parié là-dessus. Donc, il faut bousculer l'histoire. Il faut avoir la volonté d'aller plus vite. Et au Togo, ça, objectivement, on sait le faire. Il n'y a aucune opposition avec Cotonou, avec Tema. Les besoins, quand vous partez du nombre d'habitants, du nombre de conteneurs, des masses de PIB et du trafic maritime, on a devant nous, on a 30 ans de croissance pour tout le monde. Après, ici, c'est devenu le grand port de transbordement. C'est ici ou à Kribi qu'on peut faire atterrir des bateaux avec 8000 containers et à Cotonou, on ne peut pas faire plus de 2500. C'est comme ça, donc c'est en train de devenir des ports spécialisés autrement. Et il y a vraiment de la place pour tous et l'émulation est très bonne. Chaque fois qu'il y en a un qui fait un progrès en coût, Cotonou c'est mieux qu'Akpakpa, mais Lomé c'est mieux que Cotonou et Tema, bon. Chaque fois, en fait, cette concurrence interrégionale, elle n'est pas destructrice. Elle est en fait une émulation et un progrès collectif. Donc il n'y a pas de... Ça ne met pas en difficulté l'ancien Premier ministre du Bénin. Mais en matière financière, regardez bien les choses également immatérielles. Et puis, le port de Lomé, c'est un bon exemple. Il y a des gens qui ont investi. Et puis, on va continuer d'investir des milliards de dollars dans le port de Lomé. Il faut du capital. Je me permets quand même de dire, si on n'avait qu'une rareté qu'il faille absolument qu'on arrive à éradiquer, c'est le capital. Et ça pour toute l'architecture du système financier. Parce que les banques ne sont pour rien dans le fait qu'il n'y a pas assez de crédit. Totalement. Il n'y a pas assez de crédit. Ça va faire plaisir aux banquiers que vous êtes, mais il n'y a pas assez de crédit parce que les entreprises n'ont pas des projets bancables et elles n'ont pas des bilans et des hauts de bilan où il y a du capital en suffisance. C'est comme ça. Si on a un dialogue à avoir avec l'Union européenne, donnez-nous des moyens de capital patient, donnez-nous des lignes de crédit de suffisamment long terme pour que nous puissions transformer ça en du capital qui prend des risques. Et utilisons des instruments comme Togo Invest, et on peut en créer d'autres, pour aller compléter les tours de table des PME, pour aller compléter les tours de table du privé. On n'a pas le capital. C'est normal, on est trop jeune, on n'a pas eu d'accumulation de capital. Utilisons et l'aide publique. On va lancer bientôt un fonds de private equity de la diaspora en France avec une lourde implication togolaise en matière d'ingénierie financière à travers M. Vovor. Mais au fond, ça peut être la diaspora, ça peut être l'aide publique au développement, ça peut être la République du Togo en complément de tour de table. Maintenant, si on veut pouvoir absorber plus de crédit, il faut avoir plus de couches de capital. S'il y a un mot à retenir, c'est autour de ça que le secteur privé, aujourd'hui, peut décoller. Et ça, si ce n'est pas la finance qui s'en occupe, c'est la haute finance. C'est le haut de bilan, c'est la haute finance. On a besoin de gens qui prennent des risques et ils peuvent venir de tous les horizons et l'État peut aider. Il ne faut pas qu'ils prennent les risques tout seuls. Parfait. Il faut qu'il l'aide. Complétons les tours de table. C'est le mot capital qu'il faut retenir. Parfait. On va parler de l'equity. Je vais demander après à Adé de compléter sur la question de l'equity, puisqu'on parle de financement. Avant cela, M. Strauss-Kahn, je reviens à vous aussi juste dans 10 secondes, si vous permettez. Juste un mot pour rebondir. Moi, je soutiens absolument ce que vient de dire Lionel Zinsou, et je pense que, c'est ça sur ce que je voulais rebondir, que c'est là qu'effectivement, il y a un appel à l'Union européenne qui peut être fait. L'Union européenne aujourd'hui se débat dans une discussion dans laquelle je ne veux pas entrer sur les problèmes de migration qui vont être dans les 15-20 ans qui viennent 10 fois plus importants encore qu'on les imagine aujourd'hui. La voie, c'est évidemment de développer les pays de départ des migrants et là-dessus, l'apport de l'Union européenne peut se faire justement par des garanties en capital. Le fait de créer des mécanismes d'assurance en capital qui permettent la transformation de crédits de long terme en equity est quelque chose qui fonctionne, qui consomme relativement peu d'argent. Et moi, je verrais bien qu'une initiative concertée des pays d'Afrique de l'Ouest vers l'Union européenne soit quelque chose qui soit organisé. Je suis sûr que ça peut porter ses fruits. C'est un langage que les Européens,
les Français sûrement, les Allemands aussi, les Hollandais peuvent entendre, et à partir de là, une mécanique très vertueuse peut se mettre en place. D'accord. Sur cette question du mix, allez, on the mix debt equity and the bankable project that we can find in the country, do you have recommendations based on what Lionel and Mr. Strauss-Kahn have said in terms of how we can substantiate and reinforce the equity base of the corporates in order to make sure that we can have more bankable projects? Okay, thank you. Thanks for saying I can speak French, but I can't. I speak English because I'm limited, and I'm grateful to the country for allowing me to speak in the language I'm comfortable in. I do agree that it's important to have equity, because without equity is the cornerstone of risk-taking. It's important to have savings of the people in the country to be able to transform that savings into equity. But it is important to be able to attract foreign investment, because if you look at the world today, a lot of places where there are people that are retired, there are pensions, they are looking for returns. Returns can be gotten in places where there are shortages. There are shortages in Africa, there are shortages in this part of the world. We can deliver better returns than can be delivered in the OECD country. We just need to make our projects attractive. The legal infrastructure will make it attractive. Being able to settle contract will make it attractive. The banking system, I continue to believe as a banker, my biggest problem today is that I don't have loans. I hear people saying they can't get loans. As a supplier of loan, my biggest problem is I don't have loans. The difference is trust. Making sure that whoever borrows can pay. We have a lot of debt capital that cannot be used. If you see somebody today that have landed property in Lome, that landed property, the person should be able to get mortgage on that so that I can use that to start businesses. But if the person can't get the mortgage, withdraw equity to start business, then that capital is debt capital. And I just want to encourage the investors that are in the room. The advantage of the port of Lome is because it is deep, it's being used, but we need to transform that into being able to be a trading hub. This is where you can have the bulk, break in bulk, not for Nigerians to go to Dubai to go and buy. They should be able to come to Lome to come and buy. And by the way, it's 180 kilometers from here to Lagos. It's 300 kilometers to Accra. And you can do all of this by road. And the border is very easy to cross. Thank you. Thank you, Ade. Ronke, j'aimerais terminer par vous en posant un sujet dont on n'avait pas prévu parler, qui est la question de la formation. Mais comme vous faites partie du groupe de la Banque mondiale, je me dis que c'est un sujet pertinent. Pertinent aussi parce que dans une interview que le chef de l'État a faite à Londres la semaine dernière, il a insisté sur l'idée d'avoir une business school de first class à Lomé. Donc en 1 minute, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur le sujet et surtout s'il y a une expérience qu'on a vue ailleurs qu'on pourrait répliquer ici? Merci. Avant de parler de ça, je voulais ajouter quelque chose sur le... est-ce que, quand on va parler de port de Lomé, et si ça pourrait être... en fait, les autres exemples des centres d'investissement, je pense qu'il faut qu'on regarde les avantages comparatifs de Lomé avant de comparer trop. Singapour, c'est placé pour le... En fait, c'est l'emplacement. Île Maurice, c'est l'emplacement. Lomé, c'est un peu différent. Alors, c'est quoi que Lomé a? Je crois que c'est un peu l'intégration régionale que Lomé
le Togo fait déjà. Mais comment est-ce qu'on peut augmenter ça? Et pour moi, je reviens toujours à la numérisation de l'économie dans tous les aspects, pour augmenter le business, pour attirer. Pourquoi est-ce que les entreprises vont s'installer au Togo? C'est parce que peut-être ça sera plus efficace, ça sera plus transparent. Et si le business vient, les banques vont venir et ça va agrandir. Et c'est comme ça que Lomé peut être le pays de choix. Pour le private equity, très très rapidement, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie les private equity funds. Ce qui est très important je reviens toujours aux petites et moyennes entreprises, parce que ça c'est le plus grand partie du secteur privé. Et comment on peut soutenir ces fonds et attirer ces fonds, peut-être avec la réglementation, pour aider les petites et moyennes entreprises. Souvent, on a regardé plein de projets ici et ça revient toujours au equity. C'est equity et aussi c'est le plan stratégique, comment arriver là où on veut arriver. Souvent, ils disent on a toujours besoin de l'argent, mais souvent, ce n'est pas l'argent. Et on revient à la formation. Souvent, c'est sa formation. Je pense qu'on doit changer un peu la mentalité. Ce n'est pas toujours la formation de l'université. On ne peut pas tous être les médecins, les banquiers et tout ça. Je pense que la formation vocational, technique, est très importante et il faut qu'on focalise là-dessus. Alors, j'allais soutenir beaucoup plus la formation technique au lieu de plus des universités pour le Togo en ce moment. Et une chose que je voulais ajouter, pour nous, on travaille beaucoup avec la Banque mondiale, bien sûr, sur la formation. Par exemple, on a lancé un projet on appelle ça SME Champions. Alors, ça veut dire que ça, c'est les petites et moyennes entreprises qu'on voit. Nous, on ne peut pas financer les petites et moyennes entreprises directement. Ici, au Togo, on a fait le Lomé Container Terminal, Kanto Global. Ça, c'est les projets assez costauds. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les petites et moyennes entreprises? C'est vrai qu'on travaille à travers les banques locales comme EcoBank et les autres. Mais maintenant, c'est comment on peut aider les entreprises qu'on voit, c'est les champions de demain, mais peut-être ils ne vont pas y arriver parce qu'ils n'ont pas la formation, ils n'ont pas l'accompagnement. Alors, comment on peut les aider à atteindre ce niveau où on peut les investir? Nous, on peut investir le EcoBank ou les autres institutions sur place. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Ronke. De ce débat qu'on vient d'avoir, il y a 3 conclusions, à mon avis, sur lesquelles on peut insister. La première conclusion, c'est le mix investissement-financement à travers le port, la capacité d'un port de devenir un hub financier est une possibilité réelle. Donc, c'est dans ce sens et vers ce modèle qu'il faut aller. La deuxième conclusion phare, c'est l'importance de l'architecture immatérielle pour attirer le financement. Donc, continuer à travailler sur ces axes d'amélioration. Et le point numéro 3, qui est un point critique aussi, qui est l'importance de l'equity dans le mix, pour vraiment positionner le pays comme un hub financier, comme un centre d'affaires et comme un pôle d'investissement. Sur ce, j'aimerais remercier les panélistes, M. Strauss-Kahn, Ronke, Lionel, Adé. Many thanks for your time. Merci aux panélistes pour leur inestimable contribution à la mise en œuvre du plan national de développement. Ils auront apporté leur éclairage aux actions à mener. Ils savent déjà que la volonté existe, elle est clairement exprimée et affichée, et les voies et moyens de mettre en œuvre ce plan que tous les experts qualifient de visionnaire ont été apportés une fois de plus par ce panel. Nous allons vous inviter maintenant très rapidement pour la suite à la mise en place des sessions parallèles. Il y en aura 4
la session parallèle sur